Bonjour à tous et à toutes et heureux de vous retrouver ici à Sontexpo ce mardi 20 mai 2025 sur le plateau FHP Direct et nous allons aborder un autre sujet, un sujet véritablement d'actualité celui-là. Je le dis un peu pour tous les sujets mais celui-là il est vraiment au centre de l'actualité et de l'information en santé, c'est celui de l'accès aux soins et on s'est posé la question, le regard des professionnels et des élus vis-à-vis de ce sujet. Alors nous avons... Pourquoi ce sujet est-il un sujet important? Parce que, évidemment, dans l'actualité, il y a eu deux projets de loi, deux PPL, celle de M. Garot et de M. Mouillet, le sénateur, et puis des propositions, évidemment, du gouvernement, notamment de la ministre Mme Vautrin, du Premier ministre himself, et également, évidemment, de M. Neuder. Plusieurs propositions. On ne sait pas très bien vers quoi on va encore. Les choses ne sont peut-être pas tout à fait stabilisées. Mais en tout cas, c'est bien le sujet du moment et qui a créé des manifestations et des mécontentements importants de la part des jeunes, notamment des médecins d'une manière générale, mais en particulier surtout des jeunes médecins qui se voient, enfin qui craignent qu'on leur impose des installations dans les régions ou dans les territoires qu'ils n'ont pas nécessairement choisi. C'est le grand débat, coercition, incitation. Alors, faut-il s'inquiéter de mauvais accès des soins dans notre pays? Pourquoi en est-on là? Si c'est le cas, et nous recevons avec beaucoup de plaisir, d'abord Agnès Firmin-Lebaudot. Madame, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et moi donc, bonjour. Je dirais que vous êtes aujourd'hui députée du Havre, de votre belle ville du Havre. Jusque-là, tout va bien. Vous êtes pharmacienne de formation et vous êtes l'ancienne ministre de la Santé et des Territoires. C'était votre titre. Agnès Firmin-Lebaudot. Donc nous allons vraiment voir avec vous quel est le sentiment, en tout cas partagé, de la part des élus, parlementaires notamment, qui ont fait ces dernières propositions dont je parlais. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir également Hugo Cavagnac. Monsieur Cavagnac, vous êtes le président de la communauté de communes du Frontonnais. Tout le monde sait ce qu'est Fronton. Qui est Fronton? J'espère. Où est Fronton? Oui. Mais parlez-nous un petit peu de Fronton. C'est important de bien comprendre pourquoi vous vous intéressez au sujet de santé, alors que vous-même, vous n'êtes pas d'ailleurs issu de notre secteur médical ou de santé, mais vous vous intéressez beaucoup à ces sujets-là. Donc je rappelle que Fronton est en Occitanie, c'est ça? Pas très loin de Toulouse, c'est ça? Fronton est en Occitanie, précisément entre Toulouse et Montauban. Et ce territoire qui est bien connu pour ses vins, bien évidemment, qui ont un lien à la santé, c'est peut-être mon seul lien avec la santé, c'est l'usage du vin. Ici, il faut qu'on ne parle pas trop de vin. Avec modération. Mais pourquoi un élu local s'intéresse dans ce coin de France comme ailleurs, et particulièrement dans ce coin de France? Nous connaissons une croissance démographique considérable et nous connaissons, comme partout ailleurs, le sujet du vieillissement. Donc, avec ces deux caractéristiques, les besoins en santé sont nombreux. Et c'est pour ça que les élus locaux, dont moi, nous nous penchons avec beaucoup d'attention sur cet enjeu-là. Je me dois de préciser quand même que vous êtes un élu de Fronton. Fronton, c'est combien d'habitants? Fronton est une commune de 7000 habitants. Je préside la communauté de communes de 10 communes qui fait 28 000 habitants. C'est un interland entre la métropole toulousaine et l'agglomération montalbanaise. Donc on est un entre-deux. Voilà. Et vous êtes un maire issu de quel parti? Je suis membre du parti Horizon d'Édouard Philippe. Voilà. Et donc je dois repréciser également que vous aussi, pour l'équilibre de nos débats et pour la transparence. Pour vous aussi, madame. L'équilibre de nos débats et la transparence, bon, moi aussi. Écoutez, c'est assez assumé. Bon, cela étant, il faut dire, madame Firmin-Lebaudot, que ces questions-là sont plutôt... Enfin, on a l'habitude de dire, quand on est journaliste, que c'est assez transpartisan. Donc peut-être que ce que vous pensez, vous, les autres parlementaires le pensent ou les autres élus? Je pense que c'est sur ces sujets-là, la problématique de l'accès aux soins, on sait bien que c'est une problématique. Le constat, il est partagé. Ce sont les réponses qui ne sont peut-être pas partagées ou en tout cas pas unanimes. Donc c'est les débats que nous avons eus dans l'hémicycle. Et très clairement, j'étais et je suis, moi, toujours opposée aux propositions de la proposition de loi Garot sur la régulation. Je pense que c'est une vraie fausse bonne idée. Bon, alors, on va parler de ça puisque vous m'y invitez. Ne revenons pas nécessairement sur encore que, faites comme vous voulez, mais sur les différentes mesures de ces PPL. Pour autant, aujourd'hui, après la proposition de M. Garot, votée d'ailleurs en grande majorité
par le Parlement. Je n'ai pas dit à l'unanimité, mais enfin, je ne sais plus, mais enfin, c'était très impressionnant. Premièrement, transpartisan, puis les propositions de M. Mouillet, du sénateur, et les propositions du gouvernement. Où en est-on aujourd'hui? Vers quoi on se dirige? Je vais vous laisser la parole, mais peut-être que la députée, notre députée va nous dire un peu où on en est là. On sait bien que sur ce sujet-là, la réponse, elle ne peut pas être unique. Donc, on l'a bien vu, ce sont plusieurs propositions construites au fur et à mesure du temps qui vont permettre de répondre à la problématique de l'accès aux soins en attendant que dans quelques mois maintenant, le premier effet de la suppression du numerus clausus et l'arrivée des premiers docteurs juniors sur notre territoire puisse faire son effet. C'est 3500 médecins docteurs juniors qui vont arriver. Et puis toutes ces mesures d'accès aux soins, de coopération entre professionnels. Madame Lebaudot, voilà. ma question était, qu'est-ce qui va se passer là la semaine prochaine ou dans les 10 jours qui viennent? Qu'est-ce qu'on retient comme texte? Vers quoi on va? Alors ça, j'en sais rien du tout. Oui. D'abord, est-ce que la PPL Garot sera reprise par le Sénat? Je ne sais pas. Est-ce que la proposition de loi Moulier sera reprise par l'Assemblée nationale? Je ne sais pas. D'abord, en grande majorité, ces mesures ne relèvent pas vraiment du législatif. Ce sont, j'allais dire, des appels qu'il faut entendre au secours d'élus qui sont démunis dans leur territoire. Je pense qu'il faut y répondre. Il faut y répondre territoire par territoire. Il faut accompagner aussi les professionnels qui s'organisent à l'échelle des territoires. C'est ça l'objet. On a quand même un peu l'impression que le gouvernement, bon, je vais le dire un peu brutalement, a perdu la main, non? Sur ces sujets? Je ne dirais pas ça comme ça. Je pense qu'il y a à la fois, je le redis, une vive inquiétude portée par les élus et il faut l'entendre. Mais la réaction du monde médical est proportionnelle, j'allais dire, à l'inquiétude des élus. Et tout le monde doit tirer dans le même sens. Et je pense que les propositions portées, notamment sur la régulation, je le redis, sont à mes yeux une fausse bonne idée parce qu'elles vont être contre-productives. Il faut plutôt essayer d'accompagner les jeunes, à les installer, à les accompagner là où ils souhaitent le faire, plutôt que de les obliger à le faire, alors qu'on sait que maintenant les jeunes feront autre chose. Et ils nous le disent très clairement. Donc écoutons-nous les uns les autres, et essayons d'apporter des réponses territoire par territoire, parce que les problématiques sont les mêmes, mais les réponses ne peuvent pas être les mêmes parce que les territoires ne sont pas les mêmes. Bon, on va voir ça et on va voir évidemment ce que les jeunes craignent. Mais les élus, d'abord, pour essayer de brosser un tableau, les élus, ils craignent quoi en réalité? Pourquoi ils sont si craintifs? Pourquoi ça va si mal? Il ne faut quand même pas non plus peut-être... Parce que vous dites ça, mais j'imagine qu'à Fronton, dans l'Occitanie, c'est quand même pas pire que peut-être dans le centre de la France, pas très loin de... Non, mais ça vient d'être dit, il y a autant de territoires. Et donc, si je regarde strictement le Frontonnais, et Fronton particulièrement, nous avons un taux de couverture de médecins généralistes qui est équivalent à un taux métropolitain, qui est 2 fois supérieur au taux périurbain. J'ai 10 généralistes pour 7000 habitants. C'est donc pas un problème chez nous. Il y a des accompagnements, nous construisons comme beaucoup d'autres des maisons médicales. Il y a des choses pour être plus attractifs, même dans ces lieux-là, on essaie. Mais il y a d'autres territoires où c'est beaucoup plus tendu. Mais juste sur ce point-là, quand on ne parle que de ça, nous élus, des fois, nous n'avons pas non plus de bonnes réactions. Là où on devrait être dans la coordination et la coopération, j'observe des collègues qui téléphonent aux médecins généralistes de ma commune pour leur dire je vais faire une maison médicale et le loyer sera gracieux, contrairement. Donc il y a des dérives qui, en faisant le focus sur l'implantation, qui me semblent pas bonnes. Parce que, si vous me permettez, il y a l'offre, mais en fait, l'adéquation, c'est plutôt l'évolution des besoins. C'est l'adaptation aux nouveaux besoins. Et l'offre, elle est peut-être correcte, elle est peut-être à améliorer, mais l'évolution de nouveaux besoins, ça me semble être plus prioritaire sur des spécialistes à certains endroits, sur des plateaux techniques à certains endroits, sur la digitalisation. Je crois que le docteur a des expériences très, très intéressantes à la matière. Ce n'est pas que quantitatif. Et les territoires sont très différents. Monsieur Cavagnac, vos 10 médecins généralistes, là, de votre, j'imagine, pas de Fronton, de Fronton ou de la communauté et sur la communauté de communes, il y en a combien? Alors, je n'ai pas le chiffre précis, mais la couverture est aussi bonne. Nous avons 3 qui s'installent dans une commune voisine.
Bon, Ce sont plutôt des jeunes? on a le vieillissement concerne également cette population-là. Hein, il y a une grosse partie qui a plus de 60 ans. Mais oui, on a un renouvellement là. Oui, ils exercent différemment de ce qu'exerçaient leurs prédécesseurs chez vous aussi. Quel est votre sentiment? Oui. Non, mais en maison de santé, par exemple. Oui, ben voilà, nous, on a construit une maison de santé. Ils sont 5. Par ailleurs, il y en a 3 qui se sont installés dans leur propre structure. Et il y en a 2 autres qui sont dans une clinique privée. Vous voyez, donc c'est très divers et je crois que ça fonctionne comme ça. Vous investissez beaucoup dans vos communes pour attirer des médecins, pour Alors des soignants? En l'occurrence, ce n'est pas sur des médecins que nous avons investi. Oui, nous commençons les travaux de la future maison de santé pour les 5 médecins qui se trouvaient dans un lieu qui était tout à fait inadapté, avec des problèmes de stationnement. Et donc, on les a invités à retrouver un pôle, mais on investit non pas sur du quantitatif, mais sur des segments de besoins. Vous voyez, la santé mentale chez les enfants est un sujet que vous connaissez et qui est majeur. Eh bien, avec l'hôpital Purpan, on a décidé d'agir et d'être actif. Donc, on a construit un bâtiment pour y héberger un CMP qui était dans des locaux tout à fait inadaptés aussi. Et là, toujours avec l'hôpital Purpan, nous sommes au début du programme et du permis de construire pour construire un hôpital de jour pour que des gamins qui partaient tous les matins très tôt en taxi à Toulouse, eh bien, il y aura 18 places à Fronton, en proximité. Ça aura un effet sur le transport sanitaire d'ailleurs, ce qui est pas si mal. Mais c'est aussi pour les familles, plus sérieusement. Il y a une proximité. Donc oui, on investit, mais il ne s'agit pas d'investir que sur un segment. La santé est très vaste. Genre, je suis naïf et néophyte, vous l'avez dit, mais de ce qu'on observe à l'écoute des besoins, on a nous décidé d'investir notamment sur la santé médicale, la santé mentale des enfants, et sur notre volet, en mettant du foncier à disposition sur le vieillissement avec la construction d'EHPAD et de résidences autonomie. J'en viens à notre... D'abord, je n'ai pas dit que vous étiez naïf. Hein. Vous êtes tout le monde n'est pas nécessairement soignant ou médecin. Vous êtes pardonné, en tout cas. Vous êtes un élu de la République. C'est très bien comme ça. Dites-moi, oui, alors je sens que ça bouille un peu hein, à ma gauche avec Jean-Christophe Lecomte. Vous êtes médecin, vous êtes radiologue. Vous êtes vice-président du syndicat Jeunes Médecins et vous êtes un radiologue qui travaille plutôt vers Bordeaux, c'est ça? Oui. Alors, ma question est, alors oui, dites-nous rapidement ce que vous faites, mais surtout, vous avez été visiblement très agacé par les dernières mesures qui ont été proposées par les élus et notamment par ces projets de loi et vous avancez d'autres explications. Expliquez-nous comment vous amélioreriez l'accès aux soins. Et ma première question peut-être, c'est est-ce que vous comprenez quand même que les citoyens ont le droit de se poser des questions et que les élus peuvent quand même être également inquiets et finalement vous demandent qu'est-ce que vous faites? Alors, Jean-Christophe. Donc oui, en effet, Jean-Christophe Lecomte, je suis vice-président de Jeunes Médecins. Je pense qu'il y a, et c'est le travail que faisaient Madame Firmin-Lebaudot et Monsieur Cavagnac, il ne faut pas confondre accès aux soins et démographie médicale. Il y a un lien, mais il n'y a pas de causalité. Vous pouvez avoir des zones où il y a suffisamment de médecins, mais avoir des problèmes d'accès aux soins pour des raisons financières, pour des raisons de plage horaire, pour plein de bonnes raisons en fait. Ensuite, sur l'implication des jeunes. L'autre élément qui nous a cassé, c'est qu'on puisse sous-entendre que les jeunes se désintéressent totalement de l'accès aux soins et de la démographie médicale. Personnellement, je suis impliqué dans une ville qui s'appelle Saint-Jean-d'Angélique, en Charente-Maritime Sud. C'est 6000 habitants, vent dans le dos, je dirais. Je vais même, pour le territoire le plus petit, à Boscamnan. Boscamnan, c'est 400 habitants. Voilà. Donc, les zones sous-dotées, on y va déjà, on s'organise. Le GCS SIMS, dans lequel je suis coordinateur médical, existe depuis 2020. Comment vous y allez? Parce qu'un radiologue, vous n'avez pas un scanner dans un village de 400 habitants? Alors non, on n'a pas un village dans un scanner de 400 habitants, mais ça impose en fait une notion de gradation des soins. C'est-à-dire que dans cette zone, dans Boscamnan, pour réduire les transports, on a une première offre de soins qui comporte de la radiographie. Et ensuite, dans la gradation des soins, ça va sur un autre établissement de proximité, qui est l'hôpital de Jonzac, en l'occurrence, qui est en direction commune. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un établissement support dans un GHT. Et là, cette fois-ci, c'est l'hôpital de Saintes, où vous aurez accès à une IRM 3 Tesla, à une réanimation, à un plateau technique plus complet. Donc, on est déjà impliqué dans cette gradation des soins. C'est évident qu'on ne pourra pas mettre de plateau technique partout. Il y a des outils qui existent,
qui était soutenu d'ailleurs par les différents ministres, dont Mme Firmin Lebaudot. Je pense au PIMAP, plateau d'imagerie médicale ambulatoire de proximité. C'est cette stratégie un petit peu gagnant-gagnant de dire aux radiologues, si vous venez sur ces territoires, vous aurez la possibilité de mettre en place les IRM et les scanners que vous demandez tant, mais la contrepartie, parce que vous êtes des gens responsables, c'est de mettre en place de la mammographie et de répondre aux besoins du dépistage organisé du cancer du sein. Donc, les deux choses que je voudrais dire déjà pour commencer, c'est que non, les jeunes ne se désintéressent pas des zones sous-dotées et ils s'impliquent déjà. Par contre, l'accès aux soins, ce n'est pas seulement un problème de démographie médicale, c'est une problématique d'organisation. Tout à l'heure, Marie Daudet, donc, qui est directrice générale de l'organisation des soins, qui viendra nous voir demain, et qui est la bienvenue sur le plateau de la FHP, expliquait que le SAS, donc pour la problématique d'accès aux soins en médecine générale, couvre désormais 96% du territoire, alors qu'on a déjà mis en place 93% des SAS. Il faut un SAS pour les autres spécialités. Le patient qui a besoin de voir un dermatologue, pourquoi il interpelle son élu? C'est pas parce qu'il n'y a pas de dermatologue dans sa commune, c'est parce que le secrétariat du dermatologue ne répond même pas à ses appels et que quand il cherche sur Internet, il voit un délai délirant. Donc le problème, c'est quelle réponse on apporte à ces gens-là. C'est pas du présentéisme, c'est comment on grade les soins, comment on les organise, comment on les coordonne. Les outils existent. On a la téléexpertise. La téléexpertise, c'est une manière entre professionnels de santé de solliciter un avis sur une problématique. Ça peut être sur la pertinence d'un acte, ça peut être sur le délai, le degré d'urgence d'un acte, ça peut être sur le fait de créer des filières spécifiques. Cette téléexpertise, malheureusement, elle est valorisée 20 €. 20 €, clairement, ça ne fait pas de plus d'émulation que ça. Donc, il y a une augmentation des actes de téléexpertise, elle est mesurée, elle est mesurable, mais peut-être que de ce côté-là, on aurait pu créer davantage d'entrain, davantage d'enthousiasme pour que la téléexpertise permette de rapprocher les compétences de certains territoires, de certaines zones, de certains territoires, oui, parce qu'on ne pourra pas augmenter toutes les spécialités à l'infini. Jean-Christophe, la téléexpertise, bon, ça a eu un très très gros développement pendant le Covid, bon, très bien. Il y a eu un effort d'ailleurs des pouvoirs publics en la matière. Là, aujourd'hui, on est retombé à, je ne sais, quelques pourcents. Donc, est-ce que vous savez à peu près, non? Alors, de l'expertise. Alors, j'ai pas... Parce que ça, il y a la radiologie, mais il y a pas... Mais dans d'autres disciplines médicales... Il y a différentes choses, en fait. Il y a la téléconsultation et la téléexpertise. Oui. Les téléconsultations ont été développées parce qu'on cherchait... on avait une stratégie pour réduire la diffusion du virus, SARS-CoV-2. Très bien. J'ai 90 ans. Oui. Et donc, vous me dites, je veux aller voir un médecin, j'ai vraiment un problème cardiaque majeur, enfin, etc., où je suis tombé. Vous prenez, je me mets devant 90 ans, devant mon ordinateur, et je demande un avis par téléexpertise. Franchement, c'est possible, ça? Alors, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que... il y a une logique de gradation des soins et de soins adaptés. Ça, ce sont les équipes de soins spécialisées et les établissements qui portent ces organisations-là. C'est-à-dire que la stratégie des équipes de soins spécialisées, c'est que les libéraux jusqu'à présent plutôt éclatés, en coopération avec les hôpitaux, atteignent cette notion de responsabilité populationnelle qui est bien connue de la FHF et qui est portée depuis longtemps par l'ensemble des organisations au ministère de la Santé notamment. Cette responsabilité populationnelle, c'est de dire que vous avez 90 ans, vous êtes déjà rattaché à une équipe de soins spécialisés, vous n'êtes pas tout seul dans la nature, et c'est cette équipe de soins spécialisés qui doit répondre à votre attente. Ensuite, la téléexpertise. C'est sûr qu'à 90 ans, l'accès au numérique est plus difficile. Et il y a déjà des stratégies en coopération avec d'autres professionnels de santé, je pense notamment aux infirmiers libéraux, les IDEL, pour permettre cet accès aux soins. En Nouvelle-Aquitaine, on avait par exemple le dispositif Rempart qui avait pour but d'envoyer même parfois des effecteurs ou des premiers contacts dans les situations d'urgence pour mieux définir quel plateau technique était nécessaire derrière en termes de transfert des patients. D'accord. Mais quel est le temps, par exemple? Vous l'avez analysé, Mme Firmin Lebaudot, il y a peu de temps, vous étiez ministre, même comme parlementaire, vous devez le faire. Quel est le temps d'attente pour... aujourd'hui en France, moyen, et dans les zones les plus désertiques ou désertifiées, enfin on le sait, quand même la difficulté d'avoir accès à un médecin, une consultation, c'est bien connu. Non, mais je vais pas répondre à cette question parce que je pense qu'on ne peut pas y répondre comme ça, de facto. Chez vous, au Havre, par exemple?
Bah, moi, je pense que c'est assez rapidement. Maintenant, le problème, c'est aussi la relation que nos concitoyens ont par rapport aux soins. C'est-à-dire que malheureusement, la santé est devenue un bien de consommation comme un autre. Et si je n'ai pas ma réponse tout de suite ou mon rendez-vous tout de suite, ça ne va pas. Il y a le sujet des urgences. Et les urgences, elles sont maintenant bien prises en compte avec le développement du 116, 117 et les services d'accès aux soins. Ça marche vraiment, vraiment très bien. Et après, il y a le sujet de est-ce que je me suis mangé mon ongle, peut-être je vais avoir un panari. Je pense que c'est pas l'urgence. Et donc, il y a aussi l'enjeu que nous avons à repenser ce qu'est l'urgence et ce qu'est l'accès aux soins. Je vais répondre à votre question. Après, le délai d'attente, il est évidemment j'allais dire, en fonction du nombre de professionnels. Donc, vous donnez un délai d'attente moyen. Mais par contre, ce que je sais, c'est que les coopérations entre professionnels ont fait baisser le délai d'attente. Je vais vous prendre l'exemple des ophtalmos. Des ophtalmos qui travaillent avec l'orthoptiste à leur côté. Le délai moyen d'attente chez l'ophtalmo, il a considérablement diminué. Mais, à l'heure où je vous parle, c'est inconcevable de porter ce message-là. Parce qu'il n'est pas audible pour nos concitoyens. Parce que vous trouverez toujours le contre-exemple. Comment on a fait pour faire baisser parce que l'orthoptiste dégage du temps médical à l'ophtalmo. Comme l'assistant médical dégage du temps au médecin généraliste. Un médecin généraliste qui a un assistant médical, c'est en moyenne 2 consultations par jour de libéré en temps médical. Donc c'est énorme, 2 consultations par jour. Donc vous multipliez le nombre d'assistants médicaux auprès des médecins, vous multipliez le nombre de temps médical. Moi, j'ai reçu très récemment dans une autre émission, j'ai reçu M. Garot, qui me paraît d'abord s'intéresser beaucoup à ces sujets, comme il en a le droit, et puis d'être un honnête homme. Bon, il me dit que effectivement, il est sans arrêt appelé par ses concitoyens, comme d'ailleurs probablement les 101 parlementaires qui ont voté avec lui sa PPL, de tous bords d'ailleurs. Il y avait des gens, j'imagine qu'il y avait des gens de votre parti, enfin de ceux qui ont dû signer. Enfin, on voit bien quand même qu'il y a une véritable demande. Alors vous, madame, je vous réponds. Et monsieur Cavagnac me dira comment ça se passe dans son village. Moi aussi, je suis régulièrement appelé par des gens qui n'ont pas de rendez-vous. Je ne suis pas appelé par les gens qui ont obtenu aussi un rendez-vous. On peut aussi retourner le problème dans l'autre sens. Mais moi, j'entends ce que dit M. Garot. Mais je dis qu'à cette question-là, la solution qu'il propose n'est pas la bonne solution. Parce que ça ne marchera pas, parce que dans les pays où ça a été mis en place, ils reviennent en arrière, et parce que surtout, à l'heure où on se parle, on ne peut pas réguler des professionnels qu'il n'y a pas. On ne peut pas réguler. Moi, à l'école, on m'a appris 0 fois 0, ça fait 0. Oui. C'est ça l'enjeu. Réguler des professionnels qu'il n'y a pas, ça ne marche pas. Les mesures que va prendre monsieur... Et sur les députés qui ont signé la proposition de loi, une grande partie verrait leur nombre de professionnels diminuer pour aller sur un autre territoire. Les mesures que veut prendre le gouvernement et qui a été annoncée par M. Noder ici d'ailleurs tout à l'heure, enfin en tout cas à Santexpo, c'était de dire on va beaucoup travailler sur la formation, on va vraiment former plus de médecins, on va faciliter, on va transformer et inciter, on va trouver des solutions, on va supprimer, d'ailleurs vous parliez du numerus clausus, il dit même on va supprimer le numerus apertus. Bon, ça va suffire ? Alors, allez-y, Jean-Christophe, rapidement, parce que nous allons terminer l'émission. Je vais faire très vite. Alors, déjà, le problème de la PPL Garot, c'est qu'elle casse tout le travail d'expertise, de technique et de fond qui est mis en œuvre. Le SAS, c'est pas seulement un numéro de téléphone, c'est aussi un outil d'information et d'éducation des patients. Il y a des sociétés qui travaillent pour rendre ça plus visuel en amont, parce que, en tant que patient, spontanément, on va aux urgences parce qu'on a un problème. Et puis quand on arrive sur place, alors soit on a l'impression que ça avance pas et on s'agace, soit on voit passer un cas hyper lourd et on se dit « Oula, est-ce que je suis vraiment légitime ici ?» etc. Peut-être que si j'avais été mieux informé, j'aurais attendu, ou peut-être que j'aurais accepté de voir un autre médecin sur un autre circuit avec un créneau préétabli. Oui, donc le SAS a cette valeur aussi d'éducation des patients et c'est très important. Jean-Christophe, quand même, malgré tout, je suis père d'un enfant en l'occurrence, prenons mon cas personnel, je suis père d'un enfant de 6 mois qui a de la fièvre, qui a mal au ventre, etc., etc. Je panique et je veux avoir une réponse immédiate. Je ne trouve pas nécessairement de pédiatre, même à Paris. Et c'est le rôle du SAS de répondre en premier contact à votre demande. C'est-à-dire que
c'est une notion de régulation. C'est une première information, un premier contact médical. C'est ce SAS qui va vérifier que vous avez découvert votre enfant. C'est ce SAS qui va vérifier qu'il n'y a pas de symptômes associés. Est-ce qu'il a une éruption cutanée? Est-ce qu'il a des boutons, cet enfant? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce qu'il a des antécédents chirurgicaux? Est-ce qu'il a déjà été opéré? Est-ce qu'il prend des médicaments? Toutes ces questions qui permettent de hiérarchiser le degré d'urgence. Et pour répondre à la question piège tout à l'heure des délais de rendez-vous au Havre, je connais les radiologues du Havre. Il y a la différence entre la mammographie de dépistage où peut-être que le délai est en mois, en effet, mais ce sont des patientes qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun problème. Et il y a une différence avec la mammographie pour la patiente dont la sage-femme a palpé une masse anormale, qui a une rétraction cutanée et où là, la consigne pour tous les cabinets de radiologie sur tout le territoire, c'est que cette patiente, elle doit voir un radiologue dans les 48 heures. Bon. Et je suis sûr qu'au Havre, c'est le cas. Bon, je voulais vous dire quelque chose. J'ai fait plusieurs débats avec Agnès Firmin-Lebaudot. Je ne suis jamais arrivé à la piéger, donc je n'ai pas essayé ce coup-là. Monsieur Cavagnac, on termine, s'il vous plaît. Alors vous, rassurez ce secteur de la santé que vous venez, à qui vous venez de rendre visite, Santexpo. Vous avez trouvé les bonnes solutions, les bonnes réponses à vos inquiétudes, si inquiétude il y avait? Non, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait que tout le monde est impliqué pour que les choses marchent très bien. Et je crois que c'est encore une... Je reprends les propos de Mme Agnès Firmin-Lebaudot qui disait qu'il y a une notion de ressenti également et d'évolution des besoins, d'évolution de la manière dont on exprime les besoins. Il y avait des gros orages dans le sud-ouest et dans mon village cette nuit. C'est comme sur la santé. Il y a des personnes qui nous ont demandé, qui pouvaient nous demander de rentrer le chat qui n'était pas rentré et d'autres qui avaient véritablement la cave inondée. Donc ce sujet de l'attente, de l'expression de l'urgence, elle est sociétale et dans la santé comme sur d'autres thématiques. Peut-être que ce que nous avons tous à faire, nous élus locaux déjà, c'est à mieux se coordonner. Je vous disais qu'on est rentré dans une forme de concurrence et je crois qu'au contraire, on a vraiment un enjeu de coopération. Parce que le sujet nous dépasse de nos petites communes. Et donc le premier sujet va des contrats locaux de santé, notamment dans le champ de la prévention. On ne va pas faire de médecine, nous, élus locaux. Mais dans le champ de la prévention, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire sur accompagner, vous parliez de l'illettrisme numérique. On a des personnes dans nos services sociaux qui accompagnent à faire des démarches sur Internet. Nous avons du transport à la demande qui accompagne aux rendez-vous médicaux et qui prennent le rendez-vous même pour les personnes. On peut agir là. Et je crois, puisqu'on est sur un... Il y a aussi un enjeu de coopération entre le public et le privé. Statut n'est pas vertu. Et si on veut aborder les défis qui sont les nôtres, ça ne sera pas avec des euros supplémentaires, mais avec de l'efficience et de la coopération. Voilà. Et puis, non, on va terminer. On va venir visiter Jonzac, c'est ça? Saint-Jean-d'Angély. C'est un territoire que Mme Firmin-Lebaudot et moi connaissons bien, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu mettre en place un mammographe à Saint-Jean-d'Angély en octobre rose 2024. C'était suite à une réponse La table ronde a été faite pour qu'elle se passe bien, visiblement. On avait déjà ce point commun, en tout cas. Dites-moi, nous viendrons au Havre, et puis j'ai très envie d'aller à Fronton. Voilà, merci beaucoup. Et puis on termine en se disant peut-être que dans le fond, ce que vous nous avez dit, c'est que le tout vaut mieux que la somme des parties. Nous terminons et on va se retrouver demain. Merci à tous et à toutes.